Je suis Alexander Mercé, 34 ans. Et à 6 heures ce matin, un shérif adjoint m'a remis un avis d'expulsion pour une maison que je possède entièrement. Avant de vous raconter comment j'ai fini par regarder mes propres parents se faire arrêter dans une salle d'audience moins de 48 heures plus tard, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux vraiment savoir qui est avec moi sur ce coup-là. Les coups ont commencé avant même que mon cerveau n'enregistre que j'étais réveillé. Ce n'était pas un coup poli. C'était le genre de bruit sourd et métallique qui vibre à travers la charpente de la maison et directement dans vos os. Ça ressemblait à l'autorité. Ça ressemblait à des ennuis. Je me suis assis en sursaut dans mon lit. Mon cœur battait déjà la chamade, martelant contre mes côtes. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, je ne savais pas quel jour on était. J'ai regardé l'horloge numérique sur ma table de chevet. Les chiffres rouges brûlaient. 6h02. La lumière du matin était à peine grise, filtrant à travers les stores en fines rayures poussiéreuses. Ma gorge était épaisse, comme si j'avais avalé une poignée de coton. J'ai jeté les couvertures, balançant mes jambes hors du lit. Le plancher était froid sous mes pieds nus. J'ai attrapé un sweatshirt sur la chaise, je l'ai enfilé et je suis sorti dans le couloir. Je me suis retrouvé à marcher prudemment, évitant l'endroit qui grince sur la 3e marche par habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les coups sont revenus, plus forts cette fois, impatients. Bureau du shérif, ouvrez la porte. Une voix masculine, lourde, autoritaire. Mes mains sont devenues froides instantanément. C'est un type de froid spécifique qui commence au bout des doigts et remonte directement jusqu'au coude. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas hésité. J'ai bougé comme on bouge quand on travaille dans l'architecture de haute sécurité comme je le fais. La panique vous rend négligent. La négligence vous blesse. La négligence devient une histoire que les autres racontent à votre sujet à vos funérailles. J'ai allumé la lumière du Porsche et j'ai regardé par le Judas. L'objectif fiché déformait l'image. Mais l'uniforme était inconfondable. Un shérif adjoint se tenait sur mon perron. C'était un grand gars, épaules larges, remplissant un uniforme beige avec un gilet noir. Sa main reposait sur sa ceinture près de sa hanche, mais pas sur son arme. Dans son autre main, il tenait un presse-papier empilé de documents. Derrière lui, sa voiture de patrouille était garée au bord du trottoir. Pas de sirène, lumières éteintes. Il avait décidé de ne pas réveiller toute la rue, ce qui était une petite miséricorde, je suppose. Puis j'ai vu au-delà de la voiture de patrouille. De l'autre côté de la rue, à moitié dans l'ombre du chêne des voisins, il y avait des spectateurs. Ce n'étaient pas les voisins. C'était une berline argentée que j'ai reconnue instantanément. Et debout à côté se trouvaient 3 personnes qui étaient censées être ma famille. Ma mère, Diane, se tenait les bras croisés serrés sur sa poitrine. Elle portait son visage de mère inquiète, mais sa posture était rigide, dans l'attente. Mon père, Marc, avait les mains enfouies profondément dans les poches de son manteau, fixant ma porte d'entrée avec un regard que je connaissais bien. C'était le regard d'un homme attendant qu'une transaction soit validée. Et puis il y avait Caleb, mon frère cadet, l'enfant chéri. Il s'appuyait contre l'aile d'une Porsche 911 flambant neuve. Une voiture que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre avec son salaire. Une voiture qui coûtait probablement plus cher que l'apport pour une maison décente. Il regardait sa montre, l'air ennuyé comme si c'était juste un inconvénient avant que sa vraie journée ne commence. Il n'était pas surpris de voir un adjoint sur mon Porsche à l'aube. Ils attendaient le spectacle. Ils étaient satisfaits. J'ai déverrouillé le pen dormant. Le clic a résonné comme un coup de feu dans la maison silencieuse. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne. Juste une fente. Assez pour parler. Pas assez pour entrer. Madame, excusez-moi, monsieur. L'adjoint s'est corrigé en me voyant. Il avait l'air fatigué. Êtes-vous Alexander Mercé? Je le suis, ai-je répondu. Ma voix était rauque de sommeil, mais stable. Je m'en suis assuré. Il a jeté un coup d'œil au papier sur son presse-papier, puis m'a regardé. Je suis l'adjoint Romero du bureau du shérif du comté. Je suis ici concernant un bref de possession. C'est une ordonnance d'expulsion. Le mot expulsion a frappé ma poitrine comme une poussée physique. J'ai senti l'air quitter mes poumons. C'est ma maison, ai-je dit.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. L'adjoint Romero n'a pas réagi. Il n'a pas cligné des yeux. Il avait probablement entendu cette phrase 1000 fois de la part de gens désespérés. Il détestait probablement ce qui venait après à chaque fois. Monsieur, dit-il, son ton professionnel mais ferme. Je ne suis pas ici pour débattre de la propriété. Je suis ici pour exécuter une ordonnance du tribunal. Le jugement a été rendu. Vous devez quitter les lieux. J'ai fixé le papier dans sa main. La feuille du dessus était blanche, nette, officielle. Mon nom y était imprimé en lettres noires propres. Alexander Mercé. Ça avait l'air si bureaucratique, si définitif. Me traitant comme un locataire qui avait manqué le loyer pendant 6 mois. Pas la personne qui a payé les impôts fonciers. Pas la personne qui a remplacé les bardeaux du toit de ses propres mains l'été dernier. Pas la personne qui a planté le cornouiller à l'arrière avec son grand-père il y a 20 ans. Tu aurais dû faire ce que la famille a demandé, Alex. La voix venait de l'autre côté de la rue. C'était ma mère. Elle ne chuchotait pas. Elle voulait que les voisins entendent. Elle voulait que l'adjoint entende. Elle voulait établir le récit dès maintenant. Fais tes bagages, fiston, a ajouté mon père. Sa voix était plus basse, plus plate, comme un verdict. Ça arrive aujourd'hui. Ne fais pas de scène. Caleb n'a rien dit. Il a juste souri en coin et inspecté ses ongles, puis a tapoté le capot de sa Porsche comme pour dire « Dehors le vieux, place au neuf ». Les yeux de l'adjoint Romero se sont tournés vers eux. Puis vers moi. Il a baissé la voix d'une fraction. Une fissure dans l'armure professionnelle. Avez-vous un endroit où aller, a-t-il demandé. La question n'était pas gentille. Elle était procédurale. C'était une question que l'on pose à un chien errant avant d'appeler la fourrière. Mais ça a fait un nœud dur dans mon estomac. Je ne vais nulle part, ai-je dit, croisant son regard. Pas tant que vous ne me montrez pas ce que c'est. Il a hésité. Il a regardé la chaîne sur la porte. Puis il a légèrement soulevé la page du dessus et incliné le presse-papier pour que je puisse lire sans qu'il ait à me le remettre. C'était là en lettres majuscules grasses. Bref DE possession, un numéro de dossier en dessous, un sceau du tribunal, la signature d'un juge. Je n'ai pas reconnu mon pouls à essayer de grimper. Je l'ai contenu. J'ai utilisé la technique de respiration que j'ai apprise lors des exercices de sécurité en situation de stress élevé. Inspirez pendant 4, retenez pendant 4. Expirez pendant 4. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé à mes parents pourquoi parce que je connaissais déjà la réponse. Ils n'avaient pas besoin d'une raison qui avait du sens pour moi. Ils avaient seulement besoin d'une raison qui semblait acceptable pour des étrangers. Ils avaient besoin d'argent. Caleb avait toujours besoin d'argent. Et ma maison, l'héritage de mon grand-père, n'était pour eux qu'un tas de capitaux propres. J'ai pointé la ligne près du haut du document. Qui a déposé ça? Le regard de l'adjoint Romero a suivi mon doigt. Il a hésité juste assez longtemps pour me dire que la réponse importait. Monsieur, dit-il prudemment. Le plaignant dans cette affaire est. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Il a regardé à nouveau les papiers, plissant les yeux dans la lumière tamisée du Porsche. Puis il m'a regardé à nouveau, et son visage a changé. Ce n'était pas un choc. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser que le méchant se tenait bien en vue. Il s'est raclé la gorge une fois. Cela a été déposé par Marquard Mercé et Diane Mercé. Mes parents. J'ai regardé au-delà de l'adjoint, droit vers eux. Mes parents n'ont même pas fait semblant d'être embarrassés. Le menton de ma mère s'est levé comme si elle était fière que la ligne soit lue à haute voix. Elle a lissé son gilet, jouant le rôle de la matriarche souffrant depuis longtemps obtenant enfin ce qu'elle voulait. J'ai senti quelque chose se figer en moi. Une immobilité propre, froide. C'était la mort de l'espoir, la mort de cette minuscule partie enfantine de moi qui voulait encore qu'ils soient des gens décents. Parce que si le plaignant était mes parents, cela signifiait qu'ils ne m'avaient pas seulement menacé. Ils ne m'avaient pas seulement harcelé à Thanksgiving ou fait culpabiliser au téléphone. Ils étaient allés dans un tribunal. Ils avaient prêté serment. Ils s'étaient transformés en le côté raisonnable de l'histoire.
Et s'il y avait un bref, cela signifiait qu'ils avaient déjà obtenu un jugement sans moi. J'ai gardé ma voix égale. Quand cette affaire a-t-elle été déposée? L'adjoint Romero a vérifié la page à nouveau. Le jugement a été rendu la semaine dernière. Jugement par défaut. La semaine dernière, ma bouche est devenue sèche. J'étais ici la semaine dernière. J'étais allé travailler, rentré à la maison, arroser les plantes, dormi dans ce lit. Je n'avais pas été au tribunal. On ne m'avait rien signifié. Pas d'adjoint à ma porte, pas de courrier recommandé, pas d'avis collé sur ma fenêtre. Rien. Où ai-je été signifié, ai-je demandé. S'il y a un jugement par défaut, il doit y avoir une preuve de signification. L'adjoint Romero a regardé à nouveau vers le bas. Cette fois, sa pose était plus lourde. Il a passé son pouce sur une section, scannant le texte juridique dense. Adresse de signification indiquée comme. Il plissa les yeux. 128 Maple Terrace. Je n'ai pas répondu immédiatement parce que mon cerveau refusait de traiter la réalité de la chose. Maple Terrace. Ce n'était pas mon adresse. Ce n'était pas mon adresse de bureau. Une ligne indiquant que la signification avait été complétée. Une signature, une date, une heure et une description qui m'ont glacé le sang. Signification substitutive acceptée par une occupante adulte féminine à Maple Terrace. Occupante adulte féminine. Mes parents avaient utilisé une adresse qu'ils contrôlaient encore. Peut-être qu'ils connaissaient le propriétaire. Peut-être qu'ils recevaient encore du courrier là-bas et prétendaient que quelqu'un avait accepté les papiers en mon nom. J'ai lentement regardé de l'autre côté de la rue. Ma mère me regardait avec un visage calme et exercé. Elle avait répété cela. Elle avait planifié cela. Elle était allée à cette vieille maison, avait attendu un huissier de justice ou en avait engagé un qu'il connaissait et avait accepté l'avis d'expulsion qui m'était destiné. Et à ce moment-là, j'ai compris le véritable but de cette descente à l'aube. Ce n'était pas seulement pour m'humilier. C'était pour me précipiter. Il voulait me forcer à faire mes valises, partir, perdre le contrôle de la propriété physique. Il me voulait à la rue, dispersé, séparé de mes documents, trop dépassé pour riposter à temps. Parce que si je n'obtenais pas d'un juge qu'il arrête cela, l'adjoint Romero m'expulserait légalement de la maison que mon grand-père m'avait laissée. Et une fois que je serais dehors, Caleb et sa Porsche seraient garés dans mon allée dans l'heure. J'ai avalé ma salive une fois, gardant ma voix basse. Cette maison était à mon grand-père, ai-je dit à l'adjoint Romero. Il me l'a laissée, pas à eux. L'adjoint Romero n'a pas discuté. Il a simplement tenu les papiers plus fermement comme s'il détestait être le système de livraison de la cruauté des autres. Monsieur, dit-il, si vous croyez que l'ordonnance du tribunal a été obtenue de manière inappropriée, vous devez contacter le tribunal immédiatement. Vous devez déposer une requête d'urgence. Je ne peux pas vous dire comment faire, ajouta-t-il rapidement, couvrant ses arrières. J'ai hoché la tête une fois. Je comprends. Il a jeté un coup d'œil vers le bas, puis vers le haut, et sa voix est devenue encore plus prudente. Il y a encore une chose. Ce bref autorise la possession immédiate. Mon estomac se serra. Immédiate. Il me regarda droit dans les yeux. Professionnel, mais avec une lueur d'avertissement humain. Sans un sursis du juge, dit-il, je dois vider cette maison avant midi. Midi, 6 heures. C'était le délai que j'avais pour démanteler une conspiration que ma famille avait probablement passé des mois à construire. Je ne suis pas resté là à discuter avec un adjoint à ma porte. Discuter aurait donné à mes parents exactement ce qu'ils voulaient. Une scène, une histoire, une raison de me pointer du doigt et de dire aux voisins, voyez, il est instable. Nous avons dû intervenir. Alors, j'ai fait la seule chose qui comptait. J'ai constitué un dossier. Adjoint, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline inondant mon système. J'ai besoin que vous teniez ces papiers stables. Je vais prendre des photos de chaque page. Romero a hésité une fraction de seconde, puis a hoché la tête. Il savait que ça sentait mauvais. Il le savait par l'instinct viscéral qui vient avec l'insigne. Il a tenu le presse-papier en hauteur. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient un peu, mais j'ai appuyé mes coudes contre le cadre de la porte pour les stabiliser. Clic, clic, clic. J'ai capturé le numéro de dossier,
le sceau du tribunal avec la signature du juge, l'adresse de signification falsifiée à Maple Terrace, et surtout, la page de preuve de signification où, occupante adulte féminine, était cochée. Merci, ai-je dit. Monsieur, dit Romero, sa voix baissant pour que les vautours de l'autre côté de la rue ne puissent pas entendre. Je dois afficher l'avis sur la porte. C'est la procédure, mais je vais aller m'asseoir dans ma voiture un moment. J'ai de la paperasse à rattraper. Vous avez jusqu'à midi. Il me donnait de l'espace pour respirer. Il me donnait une longueur d'avance. J'apprécie cela, ai-je dit. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte. J'ai glissé le peigne dormant en place, sachant que ce n'était plus qu'une barrière psychologique maintenant. La loi était déjà à l'intérieur de la maison. Par la fenêtre, j'ai regardé Romero retourner à sa voiture de patrouille. J'ai vu mon père lui faire signe, demandant probablement pourquoi je n'étais pas encore traîné dehors menotté. Romero l'a ignoré, est monté dans sa voiture et a commencé à taper sur son ordinateur portable. Ma mère avait l'air déçue. Caleb avait l'air ennuyé à nouveau, vérifiant son téléphone, cherchant probablement des acheteurs pour ma maison. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai appuyé mon dos contre le mur, glissant vers le bas jusqu'à toucher le sol. Je me suis assis là dans le couloir de la maison que mon grand-père Joe avait construite de ses propres mains dans les années 70. Papy Joe, l'odeur de sueur et de bonbons à la menthe, c'était lui. Il était la seule personne de ma famille qui comprenait le concept d'AC. Mes parents couraient toujours après la prochaine mise à niveau, le prochain symbole de statut, un plus grand bateau qu'ils n'utilisaient jamais, une adhésion à un club qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et quand l'argent s'épuisait, les cris commençaient. Je me souvenais avoir 10 ans, assis dans les escaliers au 128 Maple Terrace, cette adresse maudite, les écoutant se disputer à propos des factures de carte de crédit. Tu as dépensé l'argent de l'hypothèque pour un voyage au ski, Marc. Ma mère avait hurlé. Tu as acheté un manteau de fourrure en Floride, Diane, qui porte de la fourrure en Floride, avait-il crié en retour. Et puis il y avait Caleb, 5 ans, pleurant dans sa chambre. Je suis entré pour le réconforter, mais ma mère est entrée en coup de vent, l'a pris dans ses bras et m'a lancé un regard noir. Ne le contrarie pas, Alex. Il est sensible. Tu es l'aîné. Tu devrais nous aider, pas créer des problèmes. C'était toujours mon travail de réparer, de sacrifier, d'être l'adulte pendant qu'il jouait à faire semblant d'être riche. Quand Papy Joe est mort il y a 2 ans, la lecture du testament a été l'heure la plus tendue de ma vie. Mes parents s'attendaient à la maison. Ils avaient déjà parlé de la vendre, de la démolir, de construire 2 condos sur le terrain. Mais Papy Joe savait. Je me souvenais du jour où il me l'a dit. Nous étions assis sur le porche arrière de cette maison, buvant du thé glacé. Ses mains étaient noueuses d'arthrite enroulées autour du verre. Alex, avait-il dit, sa voix rauque, les gens comme ton père. Ils sont comme des sauterelles. Ils consomment. Ils ne construisent pas. Quand je partirai, ils viendront pour cet endroit. Je ne les laisserai pas. J'avais promis. Il ne s'agit pas de les laisser, avait-il dit sèchement. Il s'agit de papier. La loi ne se soucie pas des promesses, fiston. Elle se soucie du papier. Je mets la maison à ton nom, spécifiquement blindée. Mais ils essaieront. Ils essaieront de te tromper, de te faire culpabiliser ou de la voler. Tu dois être plus intelligent. Être plus intelligent. Je me suis relevé du sol. S'asseoir ici à s'apitoyer sur son sort. Ce n'était pas être plus intelligent. C'était être une victime. J'ai couru à mon bureau à domicile. Je n'ai pas attrapé de vêtements. Je n'ai pas fait de sac. Je suis allé directement au coffre-fort ignifugé boulonné au sol du placard. Mes mains ont volé sur le clavier. Bip bip bip. Clac. J'ai sorti le dossier, vie ou mort. C'est comme ça que je l'appelais. Mon acte de propriété. La lettre originale de distribution de succession. Les reçus de taxes foncières des 2 dernières années. Tous payés depuis mon compte bancaire personnel. La police d'assurance habitation à mon nom. Je les ai fourrés dans mon sac messager en cuir. Puis j'ai attrapé mon ordinateur portable, mes chargeurs et mon disque dur portable. J'ai vérifié l'heure, 6h25. Je devais passer un appel, mais pas à un avocat. Pas encore.
Les avocats prenaient des heures pour rappeler. J'avais besoin du tribunal. J'ai cherché le numéro du greffier du tribunal civil du comté. Il n'ouvrait pas avant 8 heures. J'avais 90 minutes de temps mort avant de pouvoir même demander de l'aide. Attendez, la ligne d'urgence. Parfois, il y a un système automatisé pour vérifier le statut du dossier. J'ai composé le numéro à partir de la photo que j'avais prise du bref. J'ai tapé le numéro de dossier. Voix automatisée. Dossier numéro CV 2024 à 8 1991. Marc Mercé et Diane Mercé contre Alexander Mercé. Statut, clos. Jugement rendu. Clos. Le mot avait un goût de cendre. Je devais penser comme un architecte. Quand vous concevez un système de sécurité, vous cherchez la brèche. Où sont-ils entrés? Ils ont utilisé la mauvaise adresse. Maple Terrace. C'était la brèche. Mais pourquoi Maple Terrace? Pourquoi ne pas simplement prétendre qu'ils m'ont signifié ici et mentir à ce sujet? Parce que Maple Terrace leur permettait de contrôler le destinataire. S'ils prétendaient m'avoir signifié ici, Romero aurait demandé « L'avez-vous vu ?» ou « Qui a ouvert la porte ?» En utilisant Maple Terrace, ils pouvaient utiliser l'échappatoire de la signification substitutive. Quelqu'un prétendant être un résident l'a accepté. Ma mère, c'était une fraude. Une fraude stupide et flagrante. Mais la fraude fonctionne si la victime ne se présente pas pour dire « Eh, c'est un mensonge ». Je suis allé à la cuisine et j'ai bu un verre d'eau debout. Je devais dégager le coton de ma gorge. Je devais être articulé. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau. La berline argentée était toujours là. Mon père était au téléphone maintenant, faisant les 100 pas. Caleb était assis sur le siège conducteur de la Porsche, faisant légèrement vrombir le moteur, juste pour entendre le ronronnement. Il s'imaginait probablement en train de la garer dans mon garage. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir partir par la porte d'entrée. Je suis allé à la porte arrière, celle qui menait à l'allée. Je me suis glissé dehors, la verrouillant derrière moi. J'ai coupé à travers le jardin de la voisine. Madame Higgins, qui détestait mes parents depuis que mon père avait reculé dans ses rosiers et prétendu que les buissons avaient sauté, et j'ai atteint la rue latérale où j'avais garé mon camion la veille parce que l'allée était en train d'être nettoyée au géo de pression. Je suis monté dans mon camion. C'était un Ford F-150 robuste et fiable, pas une Porsche, un véhicule de travail. J'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder la maison. Je ne pouvais pas regarder en arrière. Si je regardais en arrière, je pourrais faire demi-tour avec le camion et faire quelque chose qui me ferait atterrir dans une cellule à côté d'eux. J'ai conduit directement au palais de justice du centre-ville. Je me suis assis sur le parking, regardant le soleil se lever complètement, attendant que les portes se déverrouillent. À 7h55, j'étais debout devant les portes vitrées. J'étais le premier dans la file. L'agent de sécurité m'a fait signe de passer par le détecteur de métaux. Matinée difficile, a-t-il demandé, regardant mes cheveux ébouriffés. Vous n'avez pas idée, ai-je marmonné. J'ai sprinté dans les escaliers jusqu'au bureau du greffier de la division civile. Il y avait une personne au comptoir, un homme plus âgé avec des lunettes épaisses et un badge indiquant Henderson. Il avait l'air de travailler là depuis la construction du bâtiment. Il organisait des dossiers avec un rythme lent et délibéré. Je me suis approché de la vitre de séparation. Bonjour, ai-je dit. J'ai une urgence. Un bref de possession est en cours d'exécution sur ma maison à midi aujourd'hui. Je n'ai jamais été signifié. Je dois déposer une requête d'urgence pour suspendre l'expulsion. Henderson leva les yeux par-dessus ses lunettes. Il ne se pressa pas. Il m'évalua. Il vit la sueur sur mon front, le dossier dans ma main, le désespoir dans mes yeux. Numéro de dossier, demanda-t-il. Je l'ai lu. Il l'a tapé dans son ordinateur. Clic, clac, clic. Il fronça les sourcils. Mercé contre Mercé. Détention illégale. Jugement par défaut rendu. Mardi dernier. Je n'étais pas au courant, ai-je dit. Ils m'ont signifié à une adresse où je n'ai pas vécu depuis 15 ans. Henderson afficha le document scanné sur son écran. 128 Maple Terrace. Oui, c'est l'ancienne location de mes parents. Je possède la maison dont ils essaient de m'expulser.
Voici l'acte. J'ai glissé le papier sous la vitre. Henderson le prit. Il regarda l'acte. Puis il regarda l'écran. Puis il regarda l'acte à nouveau. Fiston, dit-il, sa voix baissant d'une octave. Vous êtes listé comme le propriétaire sur cet acte. Mais dans le dossier, les plaignants ont déposé un contrat de bail. Un bail? J'ai cligné des yeux. Je n'ai jamais signé de bail. C'est ma maison. Ils ont déposé une copie d'un contrat de location daté d'il y a 6 mois, prétendument signé par vous, acceptant de payer $3000 par mois de loyer à Mark et Diane Mercer. Mon sang bouillonna. C'est un mensonge. Je ne paie pas de loyer. Je paie l'hypothèque. Puis-je voir la signature? Henderson tourna le moniteur. Là, au bas d'un contrat de location générique téléchargé sur Internet, se trouvait une signature. Alexander Mercer, mais ce n'était pas ma signature. C'étaient des boucles tremblantes là où il devrait y avoir des angles. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de copier ma signature d'une carte d'anniversaire, mais s'était ennuyé à mi-chemin. C'est une falsification, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Et une mauvaise? Henderson hocha la tête lentement. J'ai vu beaucoup de signatures, fiston. Celle-là a l'air créative. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. L'adjoint dit que je suis dehors à midi. Vous déposez la requête, dit Henderson, glissant un paquet de formulaires sous la vitre. Requête pour suspendre l'exécution du bref, requête pour annuler le jugement par défaut. Remplissez-les. Juste ici. Ne vous inquiétez pas de la propreté. Rendez-le juste lisible. J'ai attrapé un stylo et j'ai commencé à écrire. Ma main volait sur la page. Le plaignant est un parent. L'adresse de signification est frauduleuse. Le bail est falsifié. Le défendeur est le propriétaire en fief simple de la propriété. Pendant que j'écrivais, Henderson continuait de cliquer sur son ordinateur. Il semblait creuser plus profondément dans le dossier. Attendez une minute, murmura-t-il. J'ai levé les yeux. Quoi? Le visage d'Henderson était devenu pâle. Il ne regardait plus le bail. Il regardait autre chose dans le dossier numérique. Monsieur Mercer, dit-il. Et cette fois, il ne m'appela pas fiston. Il utilisa mon titre. Avez-vous signé des documents récemment? Peut-être il y a 2 semaines. Non, ai-je dit. Rien. Parce qu'il y a un autre document ici. Henderson a dit que ça ne faisait pas partie de l'expulsion elle-même, mais ça a été soumis comme pièce C pour prouver leur statut de propriétaire. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Henderson imprima une page. L'imprimante vrombit et cracha une feuille de papier chaude. Il me la fit glisser. Je l'ai regardé et le monde a basculé sur son axe. C'était un acte de renonciation, quitté Clindide, daté d'il y a 2 semaines. Il stipulait qu'Alexander Mercer transférait par la présente tous les droits, titres et intérêts dans la propriété à Mark et Diane Mercer pour la somme de $10. C'était signé, notarié, enregistré. Ils n'ont pas juste falsifié un bail, ai-je chuchoté, la réalisation s'abattant sur moi comme un bâtiment qui s'effondre. Ils ont volé la maison. Ils ont littéralement volé le titre. Henderson me regarda avec un mélange de pitié et d'alarme professionnelle. Si cela est enregistré, monsieur Mercer, ce n'est plus seulement une affaire d'expulsion. C'est un crime. Crime? Le mot flottait dans l'air entre nous. Lourd et dangereux. Mes parents n'avaient pas juste joué un tour pendable pour me mettre dehors pendant quelques mois. Ils avaient orchestré un vol à grande échelle de mon héritage. Ils avaient transféré le titre. Aux yeux du bureau d'enregistrement du comté, je ne possédais plus la maison de mon grand-père. Mark et Diane Mercer la possédaient. Qui a notarié ça? Ai-je demandé, mon doigt planant sur le document. Un acte n'est pas valide sans le sceau d'un notaire. Quelqu'un devait tamponner ce mensonge pour le rendre réel. J'ai regardé le bas de la page. Le tampon était flou mais lisible. Carla Mandé, numéro de commission 8 842 931. Carla, ai-je sifflé. Vous la connaissez? Demanda Henderson. C'est la meilleure amie de ma mère, ai-je dit, elle joue au bridge ensemble tous les mardis. Elle est venue à mes fêtes d'anniversaire. Elle m'a donné une carte cadeau pour ma remise de diplôme.
Eh bien, dit sèchement Henderson, on dirait qu'elle a donné à vos parents un cadeau beaucoup plus gros cette fois. J'ai regardé la date sur le tampon du notaire. Le 13. Il y a 2 semaines. J'étais au travail le 13, ai-je dit, pensant à haute voix. Je travaille dans l'architecture sécurisée. Accès de haut niveau. Je dois badger pour entrer et sortir de chaque porte. J'étais dans une salle de serveur toute la journée le 13. Je n'aurais pas pu être à une table de notaire. Pouvez-vous prouver cela, demanda Henderson. Pas à moi, à un juge. Oui, ai-je dit. Je peux sortir les journaux. Bien, dit Henderson. Parce que vous allez en avoir besoin. Finissez ces formulaires. Je vais apporter ce dossier moi-même dans les bureaux du juge Alprin. Elle déteste le désordre procédural et elle déteste vraiment la fraude. J'ai fini la paperasse en un temps record. J'ai joint les photos que j'avais prises de l'avis d'expulsion. J'ai joint une copie de mon véritable acte. J'ai joint une copie de mon permis de conduire montrant mon adresse réelle. Henderson prit la pile. Restez là. Ne quittez pas le bâtiment. Je me suis assis sur un banc en bois dans le couloir. Il était 8h45. 3h15 avant que l'adjoint Romero ne doive vider ma maison. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de mon père. Papa, ne rends pas ça difficile, Alex. Laisse juste Caleb avoir les clés. On pourra parler d'un dépôt de garantie pour une location plus tard. L'audace était époustouflante. Il volait un actif d'1 demi-million et m'offrait une conversation sur un dépôt de garantie. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran, preuve. Je suis resté assis là à regarder des avocats en costume coûteux se précipiter en parlant de bataille pour la garde et de règlement. J'ai vu une femme pleurer près de la fontaine à eau, serrant des papiers de divorce. Ce bâtiment était une usine de misère et mes parents venaient de pointer ma carte de temps. 30 minutes plus tard, la porte des bureaux intérieurs s'ouvrit. Un huissier sortit. Alexander Mercé ici. Je me suis levé. Le juge Alprin vous verra dans son bureau. Ex parte. Maintenant. J'ai suivi. Dans son bureau signifiait une réunion privée, pas en audience publique. Cela signifiait que le juge voulait des réponses rapidement. Le juge Alprin était une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris acier et des yeux qui semblaient pouvoir couper le verre. Elle était assise derrière un bureau massif couvert de dossiers. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrai. Monsieur Mercé, dit-elle. Monsieur Henderson me dit que vous prétendez ne jamais avoir été signifié et que l'acte dans le dossier est une falsification. C'est exact, votre honneur, ai-je dit, et vous avez une expulsion prévue pour midi aujourd'hui? Oui, votre honneur. L'adjoint Romero attend à la propriété. Elle leva les yeux alors. Elle brandit l'acte de renonciation. Ce document dit que vous avez donné la maison à vos parents. L'avez-vous fait? Non, votre honneur, je ne l'ai pas fait. Je ne ferai jamais ça. Mon grand-père m'a laissé cette maison spécifiquement pour la garder loin d'eux. Et la notaire, Carla Mandé, est une amie personnelle de ma mère. Je n'étais pas en sa présence. Le 13, j'étais au travail. Le juge Alprin me fixa longuement. Elle évaluait ma crédibilité. Je me tenais droit, la regardais dans les yeux. Je ne bougeais pas. Elle attrapa son téléphone. Elle composa un numéro sur haut-parleur. Division civile. Une voix répondit. C'est le juge Alprin. Sortez le dossier pour Mercé contre Mercé. J'émets un sursis immédiat à l'exécution du bref de possession. Appelez le dispatching du shérif. Dites à l'adjoint Romero de se retirer. Personne n'entre dans cette propriété. J'ai senti mes genoux faiblir de soulagement. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas encore, claqua-t-elle. Je suce pas l'expulsion parce qu'il y a une allégation vraisemblable de fraude, mais nous allons aller au fond de cette affaire. Je fixe une audience d'urgence pour demain matin à 9h. Je veux les plaignants ici. Je veux leur avocat ici. Et je veux cette notaire, Carla Mandé, ici. Elle griffonna sur un morceau de papier. Vous signifierez cette ordonnance au conseil du plaignant aujourd'hui. Avez-vous un avocat? Non, votre honneur. Je ne peux pas m'en offrir un avec ce préavis. J'ai dépensé mes économies pour les réparations de la maison.
Alors vous vous représentez vous-même, procès. C'est risqué, monsieur Mercé. Mais si ce que vous dites est vrai, les faits sont votre meilleur avocat. Apportez vos preuves. Apportez vos journaux de travail. Si vous pouvez prouver que vous n'étiez pas là le 13, vos parents ont de très graves ennuis. Elle me tendit l'ordonnance. Sursis d'urgence accordé. Allez. Elle dit, sauvez votre maison. Je suis sorti du tribunal avec l'impression d'avoir désamorcé une bombe à quelques secondes de la fin. Mais la guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. J'ai appelé l'adjoint Romero. Romero, répondit-il. C'est Alex Mercé. Le juge a émis un sursis. Elle notifie le dispatching maintenant. Je l'entendis expirer. Un long son las. Je viens de recevoir l'appel radio. Vous avez de la chance, gamin. Votre père montait juste l'allée avec un serrurier. Un serrurier? Ma main se serra sur le téléphone. Ouais. Il voulait changer les cylindres avant midi. Je lui ai dit de reculer. Ils ne sont pas contents. Dites-leur d'économiser leur énergie, ai-je dit, je les verrai au tribunal demain. J'ai raccroché. Maintenant, j'avais 24 heures pour prouver une conspiration. J'avais besoin de deux choses. J'avais besoin des journaux d'emploi pour prouver que j'étais au travail, et j'avais besoin d'en savoir plus sur cet acte. J'ai conduit au bureau d'enregistrement du comté. C'était au sous-sol du bâtiment administratif d'à côté. La file était plus courte ici. J'ai eu une employée nommée Clara. Elle était jeune, efficace, portant un casque. J'ai besoin de voir un acte enregistré, ai-je dit. Et j'ai besoin de signaler une propriété pour fraude potentielle. Clara tapa l'adresse. Maple Terrace. Non, la propriété est sur Elm Street. La signification était à Maple. Elle afficha le dossier. Ah, le voilà. Renonciation. Enregistré il y a 2 semaines. Puis-je voir le scan original? Haute résolution. Elle tourna l'écran. Je me penchai. Je regardai le tampon du notaire à nouveau. Carla Mandé. Mais quelque chose semblait clocher. Je plissai les yeux. Pouvez-vous zoomer sur le numéro de commission, ai-je demandé. Clara zooma. Le numéro était 8 842 931, mais le 3 semblait sombre, épais. Est-ce que ça vous semble altéré, ai-je demandé. Clara se pencha, son nez touchant presque l'écran. HM, on dirait que c'était peut-être un 8, et quelqu'un a essayé de le transformer en 3 avec un stylo avant de scanner. Ou un 3 transformé en 8, ai-je dit. Pourquoi ferait-il ça? Si la commission était expirée, dit Clara, ou si le numéro était faux et qu'ils ont essayé de le corriger à la main au lieu de retamponner, c'est une violation. Nous n'aurions pas dû accepter cela si c'était altéré à la main. Pouvez-vous imprimer les métadonnées, ai-je demandé. Je veux savoir exactement quand cela a été scanné et qui l'a apporté. Je ne peux pas vous dire qui l'a apporté, dit Clara. Mais attendez, il y a une note dans le journal d'admission. Le déposant a demandé un enregistrement urgent. Frais d'urgence payés en espèces. Espèces, ai-je dit, mon père portait toujours de l'argent liquide. Il pensait que ça le rendait intraçable. J'ai besoin d'une copie certifiée de cela, ai-je dit, et j'ai besoin qu'une alerte de fraude soit placée sur le titre pour qu'il ne puisse pas la vendre ou emprunter dessus avant demain. Fait, dit Clara. Elle tamponna le papier. Certifié. J'ai quitté le bureau d'enregistrement avec l'arme du crime. Maintenant, j'avais besoin de la balle. J'ai conduit à mon bureau. C'était un bâtiment en verre élégant dans le quartier technologique. Je travaillais pour Sentinel Systems, une entreprise qui concevait la sécurité physique et numérique pour les banques et les bâtiments gouvernementaux. Je suis entré, montrant mon badge. L'ironie ne m'échappait pas. Je sécurisais des forteresses pour gagner ma vie, et j'avais laissé tomber mes propres portes. Je suis allé directement voir Sarah, la responsable de la sécurité interne. C'était une femme dure qui gérait les journaux des serveurs. Alex, demanda-t-elle, regardant mon jean et mon sweatshirt. Tu n'es pas sur le planning aujourd'hui. J'ai besoin d'une faveur, Sarah. Une grosse. Vie ou mort? Elle vit mon visage. Elle arrêta de taper.
De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de mes journaux d'accès pour le 13 de ce mois. Passage de badge, horodatage du garage, et si tu l'as, des images vidéo de la salle des serveurs. Le 13, c'est il y a 2 semaines. Nous gardons la vidéo pendant 30 jours. Les journaux pour toujours, elle tapa rapidement. Merci Alexander. Date 13. L'écran se remplit de données. 7h45 entrée garage. Reconnaissance plaque immatriculation F150. 7h52 passage badge tourniquet hall. 8h salle serveur scan biométrique rétine. 12h15 salle de pause passage badge. 12h45 salle serveur scan biométrique. 18h10 sortie garage. J'étais ici, ai-je dit, pointant l'entrée de 12h15. J'étais dans la salle de pause à midi. Ouais, tu y étais, dit Sarah. Et voici la vidéo. Elle cliqua sur un fichier. Sur l'écran, granuleux mais clair, c'était moi debout dans la salle de pause, réchauffant un récipient Tupperware de lasagne, parlant à un collègue. Peux-tu exporter ça, ai-je demandé, certifié avec l'horodatage gravé dessus. Bien sûr, dit Sarah. C'est pourquoi? Tu as des ennuis? Non, ai-je dit, regardant la vidéo de moi mangeant mon déjeuner pendant qu'à des kilomètres de là, ma mère falsifiait ma signature. Je n'ai pas d'ennui, mais quelqu'un d'autre est sur le point d'en avoir. Je suis sorti de mon bureau avec une clé USB et une pile de journaux certifiés. Ça semblait plus lourd que ça en avait l'air. Ça ressemblait à une arme. Il était 14 heures. J'avais l'ordonnance de sursis. J'avais la preuve que l'acte était faux. J'avais la preuve que la signification était fausse. Mais j'avais besoin d'une chose de plus. J'avais besoin de les regarder dans les yeux. Je suis retourné chez moi. La berline argentée était partie. La Porsche de Caleb était partie. La rue était calme. L'adjoint Romero avait laissé un autocollant orange fluo sur ma porte. L'avis du sursis. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La maison sentait le renfermé, comme le stress et le vieux café. J'ai parcouru les pièces, vérifiant les dommages. Il n'était pas entré. Les serrures étaient toujours les miennes. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait une cafetière de café. J'avais besoin de caféine. Ma tête martelait. Puis mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, monsieur Mercé. Une voix douce et huileuse. C'est Laurent Spike. Je représente vos parents. Laurent Spike, l'avocat de centre commercial que mon père utilisait pour ses procès frivoles. Le gars qui l'avait aidé à poursuivre un pressing pour avoir ruiné une chemise qui était déjà tachée. Qu'est-ce que vous voulez, Pike, ai-je demandé. J'ai reçu une copie de votre petite requête, dit Pike, riant avec dédain. Très dramatique, mais futile, n'est-ce pas? Écoutez, Alex, je peux vous appeler Alex? Vos parents sont très blessés. Ils ont essayé de faire ça discrètement. Ils voulaient gérer l'actif pour le bénéfice de la famille. Vous êtes célibataire. Vous n'avez pas besoin d'une maison de 3 chambres. Caleb est. Il démarre une entreprise. Il a besoin des capitaux propres. Il a besoin de payer des dettes de jeu. J'ai corrigé. Je suis au courant des parties de poker, Pike. Je suis au courant des bookmakers. Pike fit une pause. Allégation. Non pertinent. Écoutez, nous avons un acte signé. Notarié. Vous pouvez prétendre que vous étiez au travail, mais les notaires sont des officiers du tribunal. Sa parole contre la vôtre, et nous avons le bail. Vous êtes un locataire, Alex, et vous n'avez pas payé de loyer. Je suis le propriétaire, ai-je dit. Et demain, je vais le prouver. Si vous allez au tribunal demain, la voix de Pike baissa, perdant le charme huileux. Nous déposerons une demande pour les loyers impayés. Nous saisirons votre salaire. Nous ruinerons votre crédit à un point tel que vous ne pourrez pas acheter un vélo, encore moins une maison. Abandonnez la requête. Déménagez. Nous vous donnerons 5 000 $ en espèces pour votre peine. 5 000 $. J'ai ri. C'était un son froid et sec. La maison vaut 600 000. Allez au diable, Pike. J'ai raccroché.
30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra que j'avais installée l'année dernière, une caméra de sonnette haute définition qui téléchargeait directement sur le cloud. C'était eux. Maman, papa, Caleb, ils étaient de retour. J'ai marché jusqu'à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. J'ai parlé à travers le bois lourd. Allez-vous-en, Alex. La voix de ma mère était perçante. Ouvre cette porte. Nous devons parler. Tu nous embarrasses. Je vous embarrasse, ai-je demandé. Vous avez envoyé un shérif pour me jeter à la rue à l'aube. C'est pour ton bien, a-t-elle crié. Tu es égoïste. Tu as toujours été égoïste. Papy Joe voulait que la maison soit pour tout le monde. Papy Joe me l'a laissée parce qu'il savait que vous la vendriez pour acheter un nouveau jouet à Caleb. J'ai crié en retour. Et, la voix de Caleb. Surveille ta bouche. Ouvre la porte, Alex. Sinon juste quelques papiers et réglons ça. Papa dit que tu peux vivre au sous-sol si tu signes à nouveau la renonciation juste pour, tu sais, éclaircir la confusion. Vivre au sous-sol? J'ai senti le sang battre dans mes oreilles. De ma propre maison? Ce n'est pas ta maison, a rugi mon père. Il semblait ivre ou juste furieux. C'est une propriété familiale. Je suis le patriarche. Je décide. Tu es un voleur, Marc, ai-je dit, et demain, le juge va te dire la même chose. Si tu te montres demain, dit Caleb, sa voix baissant, se pressant près de la porte. Tu vas le regretter. Je connais des gens, Alex. Je sais où tu travailles. J'ai tenu mon téléphone en l'air, enregistrant l'audio. Est-ce que tu me menaces, Caleb? Je dis juste. Caleb siffla. Les accidents arrivent. Les systèmes plantent, les gens se font virer. Dégage de mon Porsche, ai-je dit. Ou je rappelle l'adjoint Romero. Et cette fois, il t'emmènera. Il y eut un silence. Puis j'entendis ma mère sangloter, un faux sanglot théâtral. Il nous déteste, Marc. Notre propre fils nous déteste. Allons-y, grogna mon père. On l'écrasera au tribunal. Pike dit que l'acte est solide. J'entendis des pas s'éloigner. J'entendis la portière de la voiture claquer. J'entendis le moteur de la Porsche rugir, un son de pure arrogance. Je restai là dans le couloir, tremblant, pas de peur, de rage. Ils étaient prêts à me détruire. Ils étaient prêts à me rendre sans abri. Ils étaient prêts à menacer ma carrière. Tout ça pour de l'argent, tout ça pour Caleb. J'ai regardé le dossier, vie ou mort, sur la table. J'avais les journaux. J'avais l'acte, mais je devais briser le maillon faible. Carla Mandé. Je ne l'ai pas appelé. Ce serait de la subornation de témoin, mais je l'ai cherché. J'ai cherché son dossier de notaire en ligne. Elle était notaire depuis 10 ans. Pas de plainte. Dossier vierge. C'était une dame gentille qui faisait de mauvais choix d'amis. Pourquoi l'a-t-elle fait? Argent? Pression. Je me suis souvenu de quelque chose. Noël dernier, Carla s'était plainte des factures médicales de son mari, du coût de l'insuline, de la lutte. Mes parents ne lui ont pas juste demandé une faveur. Ils l'ont probablement payé ou promis de la payer une fois la maison vendue. Si c'était vrai, s'il y avait une transaction financière, c'était une conspiration. J'ai passé le reste de la nuit à me préparer. J'ai organisé mes pièces à conviction. Pièce A, le vrai acte. Pièce B, le faux acte. Pièce C, mes journaux de badge. Pièce D, la vidéo de moi à 12h15. Pièce E, la preuve de signification à la mauvaise adresse. Je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas. Je me suis assis dans le salon en regardant le soleil se lever à nouveau. À 8 heures, je me suis douché, rasé et j'ai mis mon meilleur costume. C'était un costume gris anthracite que je réservais habituellement aux présentations clients. J'ai noué ma cravate avec une précision militaire. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air plus vieux que 34 ans, mais j'avais l'air prêt. Pour Papy Joe. J'ai chuchoté. J'ai attrapé ma mallette. J'ai vérifié la serrure de la porte d'entrée. J'ai conduit au tribunal.
Le parking était plein. J'ai vu la Porsche. Elle était garée en double file, prenant 2 places. Bien sûr. Je suis entré dans le bâtiment. L'air était frais et sentait la cire à parquet et l'anxiété. Je suis allé à la salle d'audience 4B, la salle du juge Alprin. Mes parents étaient déjà là. Ils étaient assis à la table du plaignant avec Laurence Pike. Pike portait un costume bleu brillant et riait de quelque chose que mon père disait. Ma mère portait une robe beige discrète, l'air petit et fragile. Caleb était au dernier rang en train de mâcher du chewing-gum, regardant son téléphone. Quand je suis entré, les rires se sont arrêtés. Mon père m'a lancé un regard noir. Ma mère a détourné le regard. Pike m'a donné un sourire prédateur. Et puis je l'ai vue, Carla Mandé. Elle était assise au 2e rang derrière mes parents. Elle avait l'air terrifiée. Son visage était pâle, ses mains serraient un sac à main si fort que ses articulations étaient blanches. Elle ne regardait personne. Elle fixait ses chaussures. Elle était le maillon faible, et j'allais la briser. Levez-vous. La voix de l'huissier retentit. Nous nous sommes tous levés. Le juge Alprin entra dans la salle, sa robe noire flottant. Elle n'avait pas l'air fatiguée aujourd'hui. Elle ressemblait à un prédateur entrant sur son terrain de chasse. Elle s'assit. Asseyez-vous. Elle ouvrit le dossier. Dossier CV 2024 à 8 1991. Mercé contre Mercé. Audience d'urgence sur requête en annulation de défaut et requête en sursis. Elle regarda par-dessus ses lunettes de lecture vers la table du plaignant. Monsieur Pike, vous représentez les parents. Oui, votre honneur, dit Pike, se levant et boutonnant sa veste. Et nous sommes franchement choqués d'être ici. Nous avons un jugement valide. Nous avons un acte valide. Le défendeur souffre simplement de remords de vendeur. Ou peut-être d'une rupture mentale. Remords de vendeur, répéta le juge Alprin. Il prétend ne jamais l'avoir vendu. Nous avons un acte signé et notarié. Votre honneur, dit Pike, brandissant le document. Il est présumé valide en vertu de la loi. Le défendeur l'a signé le 13 de ce mois. Il a accepté de transférer le titre à ses parents pour régler des dettes familiales. Dette familiale? Je me suis levé. Je n'ai pas de dette familiale. Ils me doivent de l'argent. Monsieur Mercé, asseyez-vous, dit le juge Alprin. Mais sa voix n'était pas dure. Vous aurez votre tour. Elle se tourna vers Pike. Donc, votre position est qu'Alexander Mercé a comparu devant un notaire le 13 et a signé cet acte? Oui, votre honneur. Et où cette signature a-t-elle eu lieu? Pike hésita. Il se pencha et chuchota à ma mère. Elle chuchota en retour. Au domicile des parents, votre honneur, dit Pike. À 12 heures, heure du déjeuner. Je vois, dit le juge Alprin. Elle nota quelque chose. Puis elle me regarda. Monsieur Mercé, à votre tour. Où étiez-vous à 12 heures le 13? Je me suis levé. Mes mains étaient stables. Votre honneur, je travaille pour Sentinel Systems. Nous concevons une architecture de haute sécurité pour les entrepreneurs gouvernementaux. Notre installation est un environnement sécurisé. Nous sommes suivis par badge, scanner biométrique et caméra. J'ai marché vers l'huissier et lui ai remis mon classeur. Puis-je approcher? Vous pouvez. J'ai remis une copie à Pike, qui la regarda avec dédain. Pièce C, ai-je dit. Ce sont des journaux d'accès certifiés du serveur de sécurité interne de mon employeur. Si vous regardez l'entrée du 13, vous verrez que j'ai badgé dans le parking à 7h45. Le juge Alprin tourna la page et je continuai, j'ai badgé dans la salle des serveurs, qui nécessite un scan de la rétine, à 8h. Je n'ai pas quitté le bâtiment avant 18h10. Pike sursauta. Objection. Ce sont des impressions d'ordinateur. Elles pourraient être fabriquées. Elles sont certifiées par la responsable de la sécurité, Sarah Jenkins, avec une déclaration sous serment jointe, ai-je dit calmement. Le juge Alprin regarda la déclaration sous serment. Rejeté. Continuez, monsieur Mercé. Maintenant, concernant spécifiquement l'heure de la prétendue signature, ai-je dit, monsieur Pike a déclaré que c'est arrivé à midi, heure du déjeuner. J'ai pointé l'onglet suivant.
Pièce D. C'est un export image par image de la caméra de sécurité dans la salle de pause de Sentinel System. Horodatage 12h15 le 13. Le juge Alprin regarda la photo. C'était moi tenant une fourchette parlant à un collègue. C'est clairement moi, ai-je dit. Et ce n'est clairement pas la maison de mes parents. La salle d'audience était silencieuse. Même la climatisation semblait s'arrêter de ronronner. Le juge Alprin regarda la photo. Puis elle regarda l'acte. Puis elle regarda Pike. Monsieur Pike, dit-elle, sa voix tombant à un froid dangereux. Votre client prétend que le défendeur était chez eux à midi. Le défendeur a une preuve haute définition. Il était à 10 miles de là dans une installation sécurisée. Pike suait maintenant. Il desserra son col. Votre honneur, peut-être que l'heure était approximative. C'était peut-être plus tard dans la journée. Ou peut-être. Ou peut-être, dit le juge Alprin, cela ne s'est jamais produit. Elle tourna son regard vers le deuxième rang. Est-ce que Carla Mandé est dans la salle d'audience? Carla se leva lentement. Elle avait l'air de pouvoir s'évanouir. Oui, votre honneur. Venez à la barre. Apportez votre journal de notaire. Carla marcha vers la barre des témoins. Ses pas étaient lourds. Elle s'assit, serrant son journal noir. Jurez-vous de dire la vérité, demanda le greffier. Je le jure, chuchota T.L. Le juge Alprin se pencha en avant. Madame Mandé, vous avez notarié cet acte. Oui. Avez-vous vu Alexander Mercé le signer? Les yeux de Carla se posèrent sur ma mère. Ma mère la fixait, les yeux écarquillés, suppliant, ne le fais pas. Ne dis rien. Mandé, dit le juge Alprin sèchement. Regardez-moi. Ne regardez pas les plaignants. Regardez-moi. Carla regarda le juge. Vous êtes titulaire d'une commission. Le juge dit, si vous me mentez maintenant, face aux images de sécurité, vous ne perdrez pas seulement votre commission. Je vous référerai au procureur pour parjure et fraude. Vous pourriez aller en prison. Comprenez-vous? Carla commença à pleurer, des sanglots silencieux et tremblants. Maintenant, dit le juge doucement mais fermement. Alexander Mercé a-t-il signé cet acte devant vous? Carla prit une inspiration. Elle regarda le journal. Elle me regarda. Non, sanglota T.L. Un halètement traversa la salle. Ma mère laissa échapper un cri aigu. Pike s'effondra sur sa chaise. Il n'était pas là. Carla dit, les mots tombant maintenant. Diane. Diane m'a apporté l'acte. Il était déjà signé. Elle a dit qu'Alex l'avait signé plus tôt mais avait dû retourner travailler. Elle m'a demandé de le tamponner comme une faveur. Elle a dit qu'ils essayaient juste de l'aider à gérer son argent. Elle a dit qu'il était d'accord. Donc, vous avez notarié une signature dont vous n'avez pas été témoin, demanda le juge Alprin. Oui. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Et la date, demanda le juge Alprin. Le 13. Diane m'a dit de l'antidater. Carla avoua. Elle me l'a apporté il y a 3 jours, mais elle a dit qu'il devait être daté du 13 pour correspondre. Quelque chose à propos des impôts. Je ne savais pas. Il y a 3 jours, ai-je dit à haute voix, après qu'ils ont déposé l'expulsion. Le juge Alprin se recula. Elle regarda mes parents. L'expression sur son visage était celle d'un pur dégoût. Marc et Diane Mercé. Levez-vous. Mes parents se levèrent. Mon père avait l'air dégonflé, le visage rouge. Ma mère tremblait, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Des larmes de peur. Vous avez falsifié une signature, dit le juge Alprin. Vous avez contraint un notaire. Vous avez déposé une expulsion frauduleuse. Vous avez tenté de voler un titre. Nous, votre honneur, bégaya Pike. Mes clients. Asseyez-vous, monsieur Pike, rugit le juge Alprin. Avant que je ne vous tienne pour outrage aussi. Pike s'assit si vite que la chaise racla bruyamment contre le sol. Le juge Alprin se tourna à nouveau vers mes parents. Vous avez manipulé le système judiciaire pour nuire à votre propre fils. Vous avez menti sur des documents sous serment. Elle frappa son marteau.
Ça sonna comme un coup de feu. La requête en annulation du jugement par défaut est accordée. L'expulsion est rejetée avec préjudice. L'acte de renonciation est déclaré nul ab initio. Invalide dès le départ. Elle n'avait pas fini. Adjoint, elle fit signe à l'huissier. Prenez madame Mandé en garde à vue. Je la tiens pour outrage en attendant un examen par le procureur. Carla gémit alors que l'huissier s'approchait d'elle. Et quant au plaignant, dit le juge Alprin, ses yeux perçant mes parents. Je réfère ce dossier entier au bureau du procureur pour enquête sur la fraude immobilière, la falsification et la conspiration. Je vous suggère de prendre un avocat de la défense pénale. Monsieur Pike ne peut pas vous aider là. Ma mère cria. Non, nous ne voulions pas. C'est notre maison. Alex, dis-lui. Elle se tourna vers moi. Alex, arrange ça. Dis-lui que nous sommes une famille. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait élevé. La femme qui m'avait vendu pour un paiement de Porsche pour son fils préféré. Je me suis levé. Nous ne sommes pas une famille. J'ai dit, plus maintenant. Le chaos qui a suivi ces mots est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma mère sanglotait, tendant la main vers moi par-dessus la balustrade en bois qui séparait la galerie des justiciables. Alex, Alex, s'il te plaît ne les laisse pas nous prendre. L'huissier se dirigeait vers mes parents maintenant. Il n'était pas arrêté à cette seconde précise. Le renvoi au procureur prend du temps à être traité, mais la menace planait sur eux comme une lame de guillotine. Monsieur Mercé. Le juge Alprin s'adressa à moi une dernière fois. J'émets également une ordonnance restrictive permanente. Marc, Diane et Caleb Mercé ne doivent pas s'approcher à moins de 500 pieds de vous ou de votre propriété. S'ils le font, appelez la police immédiatement. Ce sera une violation d'une ordonnance du tribunal. Merci, votre honneur. J'ai dit. J'ai rassemblé mes dossiers. Mon dossier, vie ou mort. Je me suis tourné pour partir. Caleb se tenait près de la porte. Il ne mâchait plus de chewing-gum. Il avait l'air pâle, en sueur. Il ressemblait à un gamin qui vient de réaliser que les adultes ne pouvaient pas le sauver. Alex, bégaya-t-il alors que je passais. Alex, attends. La voiture? La Porsche? J'ai utilisé la maison comme garantie pour le prêt. Un prêt relais si l'acte est nul. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Tu as pris un prêt contre une maison que tu ne possédais pas, ai-je demandé. Maman a dit qu'elle était à nous, supplia Caleb. L'usurier, le prêteur. Ils vont venir pour la voiture. Ils pourraient venir pour moi. Tu dois m'aider à couvrir les intérêts jusqu'à ce que je puisse vendre ma crypto. Vends la Porsche, Caleb, ai-je dit froidement. Je ne peux pas. Je suis sous l'eau avec. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Tu as des jambes. Marche. Je l'ai bousculé et je suis sorti de la salle d'audience. J'ai marché le long du long couloir, passant devant les autres salles d'audience, les greffiers, la misère. Je suis sorti dans le soleil éclatant du parking. L'air sentait différent. Il sentait le propre. J'ai marché jusqu'à mon camion. J'ai vu la Porsche toujours garée en double fil. Une dépanneuse reculait vers elle. Je me suis arrêté pour regarder. Le conducteur a sauté et a commencé à accrocher les chaînes. Et Caleb courut hors du tribunal, agitant les bras. Et, c'est ma voiture. Qu'est-ce que vous faites? Violation de stationnement, dit le conducteur de la dépanneuse, sans même lever les yeux. Et j'ai reçu un ordre de saisie qui est apparu sur le scan. Problème de titre. Caleb resta là, impuissant, regardant son symbole de statut être traîné au loin. Mes parents sortirent un moment plus tard, l'air sous le choc. Mon père criait après Pike au téléphone. Ma mère pleurait dans un mouchoir. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air pathétiques. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. J'ai conduit directement à la maison. Ma maison. Je me suis garé dans l'allée. Elle était vide. Pas de berline argentée, pas de voiture de police, juste ma maison. Se tenant là dans le soleil de l'après-midi. Le cornouiller que Papy Joe avait planté était en fleurs. Des pétales blancs dérivant sur l'herbe.
J'ai monté les marches. J'ai décollé l'autocollant orange du shérif de la porte. Il a laissé un peu de résidu, mais je pouvais frotter ça. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Le silence était profond. Ce n'était plus le silence de la peur. C'était le silence de la propriété, de la paix. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient enfin stables. Je me suis assis à la table où Papy Joe avait l'habitude de s'asseoir. J'ai passé ma main sur le grain du bois. Je l'ai fait, papy. J'ai chuchoté. J'ai été plus intelligent. Ce soir-là, j'ai fait les choses pratiques. J'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures de la maison pour des cylindres Medeco de haute sécurité. J'ai appelé ma société de sécurité et j'ai mis à niveau les capteurs périmétriques. Puis je me suis assis sur le sol du salon et j'ai ouvert la vieille boîte en métal que Papy Joe m'avait laissée, celle que je gardais dans le coffre-fort. À l'intérieur, sous les vieilles photos et les médailles de guerre, se trouvait un petit journal en cuir. Je ne l'avais pas lu depuis des années. Je l'ai ouvert à la dernière entrée. Alex, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont finalement montré leur vraie couleur. Je suis désolé. Aucun garçon ne devrait avoir à se battre contre ses propres parents. Mais tu es fort. Tu es le bâtisseur. Ils ne sont que des locataires dans cette vie. Tu es le propriétaire. Construis quelque chose de bien. J'ai fermé le livre. Des larmes m'ont piqué les yeux, mais c'était de bonnes larmes. Des larmes de libération. Les 3 mois suivants ont été un flou de paperasse juridique, mais cette fois j'étais du côté gagnant. Le procureur a pris le renvoi du juge Alprin au sérieux, très au sérieux. La fraude immobilière est un sujet brûlant, et mes parents leur avaient remis un dossier parfait. L'enquête a révélé que ce n'était pas la première fois que mon père essayait quelque chose de louche avec des documents. Mais c'était la première fois qu'il se faisait prendre de manière aussi flagrante. Carla Mandé a accepté un accord de plaidoyer. Elle a perdu sa commission de notaire définitivement et a eu 2 ans de probation en échange de son témoignage contre mes parents. Elle a tout dit au procureur, comment ma mère avait supplié, comment mon père lui avait offert $500 sur le produit de la vente de la maison. $500. C'était le prix de son intégrité. Mes parents ont été accusés de falsification, dépôt de faux documents et conspiration pour commettre un vol qualifié. Ils ne sont pas allés en prison, pas pour longtemps en tout cas. Ils n'avaient pas de casier judiciaire antérieur, donc leur avocat, un nouveau, Papike, a réussi à leur obtenir un accord de plaidoyer. 5 ans de probation, des amendes massives et une peine avec sursis. Mais la vraie punition n'était pas la prison. C'était la ruine sociale. L'histoire est sortie. Les petites villes parlent et les banlieues parlent plus vite. Les respectables Marc et Diane Mercé étaient des parias. Ils ont été expulsés de leur country club. Leurs amis ont arrêté d'appeler et la ruine financière a été totale. Pour payer les frais juridiques et les amendes, ils ont dû vendre leur propre maison. La grande maison sur la colline dont ils étaient si fiers. Ils ont réduit leurs effectifs pour un petit appartement à l'autre bout de la ville. Quant à Caleb, l'enfant chéri s'est écrasé durement. Sans la Porsche, sans la promesse des capitaux propres de ma maison pour flotter ses prêts, son château de cartes s'est effondré. Il a dû déclarer faillite. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une agence de location de voitures près de l'aéroport, lavant des voitures plus belles que tout ce qu'il posséderait jamais à nouveau. Il a essayé de m'appeler une fois environ 1 mois après le procès. Alex, allez, avait-il dit, sa voix pleurnicharde. Maman est déprimée. Papa est. Il est vieux. Viens juste dîner. Mettons ça derrière nous. J'ai mis ça derrière moi, ai-je dit. Je regarde vers l'avant. Tu es froid, mec, dit-il. Non, ai-je répondu. Je suis en sécurité. J'ai raccroché et bloqué le numéro. J'ai passé l'été à retaper la maison. J'ai peint les volets d'un bleu marine profond. J'ai réparé les marches du Porsche. J'ai planté un jardin à l'arrière. Tomates, poivrons et basilic, tout comme Papy Joe avait l'habitude de faire pousser. Un samedi matin, j'étais dans le jardin en train de désherber. Le soleil était chaud sur mon dos. Belle tomate, appela une voix. J'ai levé les yeux. C'était Madame Higgins, la voisine. Elle se penchait par-dessus la clôture tenant un panier de muffins.
Merci, Madame Higgins, ai-je dit. J'ai vu la voiture de police chez tes parents la semaine dernière, dit-elle, les yeux pétillants. Signifiant des papiers pour le procès de la banque? Je pense que oui, ai-je dit. Elle hocha la tête, satisfaite. Le karma est un conducteur lent, Alex. Mais elle ne manque jamais une adresse. J'ai ri. Non, en effet. Elle m'a tendu les muffins. Tu es un bon garçon, Alex. Ton grand-père serait fier. Tu as gardé la maison. J'ai l'intention de la garder longtemps, ai-je dit. Je suis rentré et j'ai fait du café. Je me suis assis sur le porche arrière en mangeant un muffin, regardant le cornouiller. J'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, j'avais porté un poids. Le poids d'essayer de leur plaire. Le poids d'essayer d'être le bon fils pour des gens qui ne me voyaient que comme une ressource. Le poids de protéger Caleb de ses propres erreurs. Ce poids avait disparu. L'avis d'expulsion n'avait pas seulement essayé de me mettre hors de ma maison. Il m'avait mis hors de leur dysfonctionnement. C'était la meilleure chose qu'ils aient jamais faite pour moi. J'ai pris une gorgée de café. Ça avait le goût de la liberté. Ça fait 1 an maintenant. La maison est entièrement rénovée. J'ai transformé le sous-sol. L'endroit où ils voulaient me bannir en un cinéma maison et une salle de jeu à la pointe de la technologie. Mes amis viennent le dimanche pour le football. Nous faisons griller des steaks. Nous rions. J'ai rencontré quelqu'un aussi. Sarah du travail, la chef de la sécurité qui m'a aidé avec les journaux. Nous avons commencé à déjeuner ensemble après le procès, échangeant des histoires de guerre sur les failles de sécurité. Une chose en entraînant une autre. Elle a emménagé le mois dernier. Elle adore la maison. Elle adore le cornouiller. Parfois, tard le soir, je pense à mes parents. Je me demande s'ils sont assis dans leur petit appartement à me blâmer. Je me demande s'ils se racontent une version de l'histoire où ils sont les victimes, où le fils ingrat a volé leur propriété. Je suis sûr qu'ils le font. C'est comme ça qu'ils survivent. Mais leur version de l'histoire n'a pas de tampon du bureau d'enregistrement du comté. La mienne si. J'ai appris une dure leçon ce jour-là à 6 heures du matin. La famille n'est pas une question de sang. Le sang est juste de la biologie. Le sang est juste un accident de naissance. La famille est une question de loyauté. C'est une question de respect. C'est savoir qui se tient à vos côtés quand les coups commencent à la porte et qui se tient de l'autre côté de la rue en attendant que vous tombiez. Si vous traversez quelque chose comme ça, si vous avez des gens dans votre vie qui se sentent en droit de profiter de votre travail acharné, qui vous manipulent avec la culpabilité, qui utilisent le mot famille comme une arme pour vous désarmer, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Verrouillez vos portes. Vérifiez vos papiers et n'ayez pas peur de changer les serrures. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud, même s'ils sont vos parents, surtout s'ils tiennent l'allumette. C'est le moment qui a tout changé pour moi. C'est le moment où j'ai arrêté d'être Alexander le fils et commencé à être Alexander l'homme. J'ai repris ma maison, mais plus important encore, j'ai repris ma vie. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile de revivre ces moments, de sentir à nouveau ces coups dans ma poitrine, mais je voulais la partager avec vous parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais qu'il y en a d'autres qui mènent des batailles dans leur propre salon. J'espère que cette histoire vous a touché ou peut-être vous a donné le courage de vérifier vos propres limites. Avez-vous déjà eu un membre de la famille essayant de profiter de vous financièrement? Avez-vous dû tracer une ligne dans le sable? Je veux entendre votre histoire. S'il vous plaît, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous les uns les autres. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Cela aide plus de gens à trouver cette chaîne et cela me dit que ces histoires comptent pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos portes verrouillées et vos actes enregistrés. Restez en sécurité.